Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors avant de commencer, nous allons évoquer une conférence dédiée à la lutte contre les abus numériques et la lutte contre la fraude en ligne. Donc, cette conférence se tiendra à Paris les 4 et 5 février prochains. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Eric Fraissinet, que les auditeurs de No Limit Sécu connaissent probablement. Mais Eric, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Bonjour Johan, et donc je suis général de gendarmerie et actuellement au commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace comme conseiller auprès de son chef. Aujourd'hui, je viens de parler au nom du Centre expert contre la cybercriminalité français et qui propose d'animer une alliance cyber dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur cette conférence et son contenu ? Oui, l'objectif de l'alliance cyber, c'est de faire se rencontrer les différents cercles, écosystèmes qui contribuent à la lutte contre les abus numériques, mais qui parfois ne se croisent pas, ne se rencontrent pas. Donc d'un côté, les acteurs de la cybersécurité, de l'autre, ceux qui luttent contre les fraudes, et enfin ceux qui luttent contre les abus sur Internet en général. Et l'objectif, c'est de trouver ensemble des solutions opérationnelles pour mieux lutter contre ces phénomènes. Alors, à qui s'adresse cette conférence ? Très concrètement, on s'adresse aux membres des CERT et CICERT, et typiquement l'Intercert France est partenaire du projet, aux gens de l'écosystème du courrier électronique, membres de Signaspam notamment, et qui contribuent à lutter contre le spam et le phishing, et puis à toutes les personnes qui, dans les entreprises de commerce électronique, dans les banques, dans les entreprises de cybersécurité spécialisées, luttent contre la fraude, en particulier la fraude au commerce électronique, mais aussi toutes les autres formes de fraude. Alors, si l'on souhaite participer à cette conférence, quelle est la démarche ? Alors, c'est très simple. Pour se renseigner, vous pouvez aller sur le site du CECIF, cecif.fr, donc CECYF.fr, et cliquer sur l'Alliance Cyber. Et là, sur une seule page, vous avez à la fois le programme et puis des formulaires pour nous contacter. Et une fois que le contact est établi, on vous proposera de régler une participation aux frais, puisque l'événement a un certain coût d'organisation. Mais heureusement, on a quelques sponsors qui nous soutiennent aussi. Très bien, eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Eric. Et donc, on se retrouve les 4 et 5 février prochains, donc à Paris, pour cette première occurrence de la conférence de l'Alliance Cyber. À bientôt. Alors aujourd'hui, nous allons parler des problématiques de cybersécurité dans l'industrie de l'audiovisuel avec Céline Durieux. Bonjour Céline. Bonjour. Et Valeriu Stinka. Bonjour Valeriu. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limit Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Et Christophe Renard. Bonjour. Alors Céline, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui. Je m'appelle Céline Durieux, je suis chef de studio dans un studio d'animation 2D qui s'appelle FOST, qui est basé à Paris et Angoulême. Et je suis à ce poste depuis 3 ans et demi. Je m'occupe globalement de faire en sorte que tout le monde puisse bosser dans de bonnes conditions. Et donc ça touche forcément aux aspects tech, IT, code, développement d'outils, etc. aussi. Valeriu ? Je suis Valeriu Stinka, fondateur de Strategic Zone, une société spécialisée dans les services informatiques dédiée à l'industrie audiovisuelle. Et donc, nous accompagnons les studios en France et à l'international dans la mise en place des solutions de cybersécurité et l'implémentation des exigences de conformité demandées par les majors américains tels que Netflix, MGM, Amazon, etc. Et donc, voilà. Alors Céline, pour contextualiser, est-ce que tu veux bien nous parler des différents acteurs qui composent cet écosystème ? Oui, alors en haut de la chaîne alimentaire, il y a les diffuseurs qui sont du coup soit des gros clients américains, enfin en tout cas nous de notre point de vue français on parle des gros clients américains, donc comme disait Valeriu, Netflix, Disney, Apple, ces gros diffuseurs. Et sinon à l'échelle plus nationale c'est les groupes France Télé, TF1. Donc c'est eux qui investissent beaucoup d'argent dans le lancement de projets et qui le confient en fabrication ensuite à des studios d'animation comme nous.
et pas que, parce qu'il peut aussi y avoir déjà plusieurs studios d'animation impliqués, mais aussi les studios de post-production sonore, pour la musique, pour l'étalonnage. Voilà, on est souvent différents prestataires à travailler pour ces gros clients-là. Et on est un peu tous, chacun avec nos spécialités. Nous, chez Fust, comme je disais tout à l'heure, on fait vraiment de l'animation 2D et principalement du long métrage et de la série premium. Donc, ce qu'on appelle série premium, c'est justement pour les gros clients américains. Alors pourquoi est-ce que dans cet écosystème, on s'intéresse aussi aux problématiques de cybersécurité? Parce qu'il y a énormément d'argent en jeu. C'est plusieurs millions, voire dizaines, voire centaines de millions d'euros qui peuvent être mis sur la table pour fabriquer des films ou des séries, surtout encore une fois pour ces gros clients-là. Donc voilà, donc beaucoup d'argent, et puis l'histoire audiovisuelle a aussi malheureusement eu ses couacs, ses leaks et autres affaires du genre qui ont montré à ces gros clients que il fallait se sécuriser parce qu'ils ont eux-mêmes expérimenté l'impact business que ça pouvait avoir, et donc ils sont devenus très exigeants. Et il y a déjà quelques temps maintenant, ils se sont un peu tous accordés sur certaines bonnes pratiques à mettre en place dans leurs différents studios prestataires, et qu'ils imposent désormais à tout prestataire qui veulent travailler sur leur projet. Donc c'est Valérie, pardon. Oui, je voulais juste ajouter que l'initiative mondiale de TPN, ou de la cybersécurité, enfin de la sécurité des données, vient de très loin. Elle vient de 1922, 1945 par la suite, quand ils se sont rendus compte que il faut protéger, premièrement, c'était les droits de studio, les droits d'auteur, le droit de diffusion à travers toute la planète. Donc c'est à ce moment-là que l'initiative mondiale a été créée pour justement protéger tous les investissements et aussi pas juste les investissements par l'argent, mais aussi les droits d'auteur, tout le travail qui était fait de créatif qui rentre dans un film ou dans un studio, enfin dans l'industrie audiovisuelle. Et en matière de cybersécurité, est-ce qu'il y a des impacts, d'autres impacts redoutés? Est-ce qu'il y a eu déjà des cas de ransomware, par exemple, qui ont empêché un film de sortir? On a tous ça a certainement dû avoir lieu, mais tout ce qui est ransomware, c'est moins directement lié, enfin en tout cas pour ce que je connais en France, des studios français, c'est moins directement lié à un projet qu'à une société directement. En fait, c'est souvent les départements financiers ou ce genre de choses qui sont visés, plus qu'un projet en particulier. Mais il y a eu déjà des histoires que tout le monde connaît il y a quelques années avec Sony. Le film, juste avant la sortie, je ne me rappelle pas exactement le montant, mais ça a été demandé. The Interview. Exactement, ça a été demandé 20 millions. Par la suite, on n'a plus jamais entendu parler, et on avait dit que non, c'était une rumeur et c'était pas vrai. Au final, on ne le saurait jamais si quelqu'un a payé ou qu'est-ce qui s'est passé par la suite, mais il y a eu déjà les informations. Et on sait aujourd'hui que avant un ransomware, on bloquait les données, donc tout le temps. D'ailleurs, quand on va peut-être en parler, mais quand on fait un business continuity plan, on va calculer la quantité des données on peut se permettre de perdre la quantité de temps nécessaire pour restaurer le travail, mais depuis un très peu de temps, les hackers se contentent pas juste de bloquer les données, ils vont aussi les publier. Là, on est sur des problématiques classiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'industrie de l'audiovisuel, plutôt que d'utiliser les référentiels de bonnes pratiques, les normes, etc., habituelles du monde de la cyber, a préféré utiliser son propre référentiel de cybersécurité? Parce qu'à travers les pays, les normes diffèrent entre le NIST, entre le RGPD, les lois locaux, entre les ISO. Comme on connaît les Américains, ils font pas confiance aux autres, donc ils ont décidé de créer leurs propres normes. Donc les propres normes et les best practices, les standards, ont été plutôt créés par encore une fois, les majors de l'industrie. Ils se sont mis tous ensemble, Disney, Sony, Paramount, Netflix. Et ils ont créé leurs best practices pour faire confiance et éviter justement le double audit, double validation, double certification. Donc, ils ont créé leur propre référentiel. Et si vous vous contentez d'implémenter ces référentiels, eux, ils vous font confiance. Donc, c'est comme un green light ou un white listing à partir du moment où vous implémentez leurs normes.
Alors c'est leur référentiel, mais par exemple le NIST 800 est américain, ils auraient pu prendre le NIST 800 puisqu'il il est listé dans le référentiel tout comme l'ISO 27001, mais l'industrie a voulu refaire ces bonnes pratiques parce que par exemple on vous demande encore dans ce référentiel TPN de changer vos mots de passe tous les 90 jours, alors que partout dans le monde on vous dit que c'est une aberration, mais pour l'instant les studios en sont encore là. Il n'y a pas que ça. Il y a par exemple vérifier le background des salariés des futurs salariés avant de les embaucher. Que nous Oui, pouvons... mais ça, c'est dans tous les référentiels, comme la norme ISO. Il y a des choses comme Mais ça. c'est pas forcément légal partout. Que par exemple, Céline pourra en parler mieux que moi, mais on doit, quand on fait une implémentation des différents référentiels, on doit prendre en compte tous ces paramètres, prendre en compte les lois européennes, prendre en compte les lois du travail, prendre en compte les lois du pays en question. Donc, ça fait quand même pas mal de choses à prendre en compte. Alors, ce qui est intéressant quand même sur les membres fondateurs, c'est qu'il y a un nouveau pilier qui vient de se mettre, qui est français mais aussi international, c'est Canal, qu'on n'a pas encore cité. Ils sont rentrés là au mois d'avril de mémoire, et en fait on voit que ce référentiel se met vraiment partout dans l'industrie et devient le standard, et que effectivement les studios vont devoir s'aligner derrière pour respecter. Et d'ailleurs, TPN a mis à jour le 9 septembre leur référentiel. Ils l'ont passé de 5.3 à 5.3.1 et ils ont intégré des niveaux de maturité dedans. On est passé de 2 échelles qui étaient Blue, qui était l'auto-évaluation, et Gold, qui était évalué par les certificateurs, les évaluateurs, pardon, à Blue, Silver, Gold et Gold Star, avec une seule évaluation à Silver, et ensuite le plan d'action qui ressort de l'évaluation, qui doit être mis en place sur les bonnes pratiques pour obtenir le Gold, et qui est validé par les membres de TPN aux US, et le Gold Star pour les pratiques additionnelles. Et en fait, on est passé d'un registre de conformité à un registre de maturité, puisque les ayants droit veulent s'assurer maintenant que les mesures mises en place sont effectives et efficaces. Et ça, c'est un gros changement, en tout cas si on parle de TPN. Alors, moi, j'ai une question, Céline, qui va peut-être faire mal, mais combien ça coûte pour un studio de mettre en place les bonnes pratiques? Je l'attendais, cette question. Mais tu te doutes bien, je donnerais pas un chiffre. Forcément, ça coûte cher, en tout cas proportionnellement aux moyens qu'ont les studios d'animation, en France, en tout cas. Sans donner un montant, mais est-ce que tu peux donner une fourchette? Encore une fois, déjà, c'est une histoire de moyens. Encore une fois, ça dépend d'où tu pars aussi. Oui, il faut regarder aussi en regard du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que s'il y a un chiffre d'affaires, par exemple, de 100 000 € qui est perdu parce qu'on n'a rien fait en cybersécurité, ou qu'on va gagner 200 000 € de chiffre d'affaires de plus parce qu'on a montré le niveau de maturité qui répond à la demande du prospect, d'une certaine manière, ça vaut le coup d'investir une partie de l'argent qu'on espère gagner. C'est pour le pourquoi on le fait. Et ça, c'est encore, je pense qu'on y reviendra plus tard. Mais effectivement, sur l'aspect combien, encore une fois, ça dépend d'où on part. Typiquement, nous, on parle d'un montant à 6 chiffres, pardon, parce que 3 chiffres, ça ferait pas beaucoup. 6 chiffres. Mais parce que notamment, toute la partie système caméra, alarme, etc., on a dû tout revoir. Et donc ça, c'est un énorme budget. Si on avait eu quelque chose qui était déjà implémenté depuis longtemps, ça nous aurait coûté beaucoup moins cher. Et donc voilà, ça dépend. Mais il faut compter au moins 5 chiffres, ça c'est sûr. Et effectivement, c'est un point important à rappeler, puisque dans ce référentiel, il y a une partie gouvernance, il y a une partie sécurité physique, et qui est assez importante, les portes, les badges, les caméras, etc. Et puis, il y a la partie dite technique, qui est la cybersécurité. C'est vrai qu'on pense assez vite à l'aspect informatique, c'est le premier truc auquel on pense quand on parle du TPN. Mais en fait, dans
le temps, l'énergie et l'argent, au final, c'est pas la partie qui nous a coûté le plus cher, quoi. C'est vraiment, effectivement, la sécurisation des locaux. Dans notre cas, ça a été un gros sujet. Et après, il y a toute la partie humaine qu'il y a autour de ça. Surtout quand on voit historiquement dans l'animation 2D, on est quand même des studios très arty, j'aime à dire. C'est-à-dire, à la base, on vient quand même de gens qui font de la peinture, du dessin avec un crayon, et enfin, l'outil informatique, c'est un autre monde, en fait, à la toute base. Donc, effectivement, ces 20-30 dernières années, on a dû se moderniser. Mais il y a un truc culturel dans notre industrie où c'est pas du tout évident d'embarquer les gens avec qui on travaille dans toutes ces problématiques-là. Déjà, dans leur culture personnelle de la sécurisation de l'informatique, on parlait tout à l'heure des mots de passe, c'est déjà un sujet de leur expliquer pourquoi on doit changer des mots de passe, quoi. Et qu'il faut pas le mettre sur un post-it à côté de leur ordinateur. Il y a 3 ans, quand j'ai pris mon poste, on en était à là. Les mots de passe étaient écrits sur un post-it à côté de l'ordi, quoi. Donc... Et éventuellement, pourquoi c'est mal de télécharger des DivX? Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors ça, on a aussi une histoire générationnelle où je pense qu'il y en a beaucoup, ils savent pas ce qu'est un DivX. Ou là, tu viens de te faire traiter de boomer, JP. Non, je fais partie de ceux qui savent que c'est. Mais alors là, on a un peu plongé directement. J'avais juste une petite question. C'est dans le monde de la cybersécurité, on a l'habitude d'avoir des référentiels, des normes, etc., qui sont grosso modo soit basés sur la conformité, et on a une liste de mesures à mettre en œuvre, soit basés sur une analyse de risque, où on doit faire une étude des scénarios et mettre des mesures en face. De ce que disait Jean-Philippe, je comprends que là, on a quelque chose qui cherche à évaluer une maturité. Du coup, qu'est-ce qui est à produire pour se faire auditer? C'est documentaire? C'est un audit avec des entretiens? Enfin, comment est-ce qu'on fait vérifier ça? Alors, nous, les grandes étapes, donc déjà, nous, la démarche initiale, elle était pour un client bien particulier, pour un projet bien particulier. C'était pas une démarche studio pour, justement, la maturité de l'entreprise, etc. C'était vraiment pour répondre à un projet. Alors, justement, peut-être ça serait intéressant de creuser un peu les aspects métiers. En gros, quelle est la typologie de votre client? Qu'est-ce qu'il vous demandait? On se rentrer dans les détails, hein, et qu'est-ce que vous deviez, pour le coup, protéger? Alors, je pense bien sûr d'avoir compris la nuance de la question par rapport à celle d'avant. Ça ressemble beaucoup à la précédente. Simplement, Johan va directement au cœur de savoir qu'est-ce que le client attend de protéger. Est-ce que, par exemple, il se préoccupe de la sécurité en général, ou est-ce qu'il veut protéger uniquement la propriété intellectuelle qui lui appartient, qui est sur votre système d'information, en fait. En fait, même, je voulais qu'on parle des aspects métiers, c'est-à-dire que, je sais pas, on vous communique une histoire et vous devez produire des animations, par exemple. Et donc, qu'est-ce que redoute le client? Que ces animations fuitent? Voilà, ces aspects-là. Alors déjà, ça dépend. Enfin, qu'est-ce qu'on nous confie, ça dépend complètement d'un projet et d'un client à l'autre. On peut très bien nous confier qu'une petite partie du projet à fabriquer, que l'animation par exemple, mais pas les décors, pas l'histoire, le storyboard, etc. Ou on peut nous confier effectivement l'ensemble avec la pré-production. Enfin voilà, ça peut dépendre des projets. Plus on a le contenu éditorial à charge, plus c'est sensible pour eux. Justement, les scénarios, le storyboard, tout ça, là, ils vont être vraiment très regardants sur l'aspect sécurité. Ils le sont un peu moins. Je mets des grosses guillemets sur le un peu quand même, hein, un peu moins sur la partie fabrication. Et donc effectivement, leurs exigences varient en fonction de ça. Pour répondre du coup à l'autre question sur les grandes étapes, du coup une fois, là en l'occurrence nous on savait déjà dès le début quels étaient les départements qui voulaient nous confier. Ils nous ont d'abord envoyé un questionnaire à remplir de 39 pages. C'était très long. Et qui couvre vraiment un tas d'aspects. On parlait des locaux, il y a tout ce qui est device physique, il y a la gestion des data numériques, il y a la gestion avec nos prestataires aussi, qui sont les différents intervenants, comment ils interviennent chez nous, comment ils se connectent chez nous aussi. Enfin voilà, c'est très très vaste et c'est sous forme déclarative. Est-ce que c'était le référentiel TPN ou est-ce que c'était là une reformulation de leur part? Je saurais pas te dire parce que c'est la première fois pour moi. Okay. Et surtout que c'est passé directement par la plateforme du client, donc tout était labellisé par ce client. Enfin, donc je sais pas à quel point ils ont simplifié les choses. Peut-être que toi, Valérie, tu sauras plus me dire ça. Oui, donc c'était un questionnaire en fait pour prendre la température de quel est l'état de l'infrastructure. Donc, vous avez dit tout à l'heure, il y a
pour moi, il y a trois gros points qui sont vérifiés. C'est la partie RH, ça va de procédures internes, etc. La partie vraiment technique et la partie facilities, bureau, comment c'est protégé, etc. Donc eux, avec le questionnaire, et c'est pas un questionnaire qui est aligné à quoi que ce soit, c'est un questionnaire qui est plutôt juste pour collecter l'information pour voir où est-ce que vous en êtes. Quelle est comme vous disiez tout à l'heure, quelle est la maturité ou à quel point vous êtes loin de ce que nous vous demandons. Et Puis il y a donc, il y a eu tout l'aspect de documentation aussi autour de tout ça, où ils se rendent assez vite compte aussi. C'est un gros point de maturité, la partie documentation. la partie documentation va dans les trois points. On va sur la partie technique, sur la partie RH, donc procédure interne, onboarding, offboarding, etc. Et sur la partie aussi facility, sur la partie bureau, comment vous fermez, comment vous ouvrez, comment sont les alarmes, quelle est la procédure de déclenchement, etc. Donc les procédures accompagnent sur l'ensemble des choses qui sont à mettre en place. Pour chaque chose, il doit y avoir des politiques et des procédures. Donc, ils veulent vraiment savoir. Et c'est comme ça, c'est le premier questionnaire. Donc, ils vont prendre la température. Et par la suite, je laisse Céline. Bah, du coup, ouais, donc une fois qu'on avait rempli ce questionnaire, peu de temps après, on savait pas du tout quelle était la suite. Hein. À aucun moment notre client nous a expliqué quelles seraient les grandes étapes. C'était un peu la surprise à chaque fois, mais donc du coup, on a eu un audit de sécurité initial qui a du coup listé ensuite tous les points d'amélioration qu'on avait à faire. Et puis après c'était parti, il fallait les mettre en place et jusqu'à un audit de sécurité final pour nous dire c'est bon, c'est ok, maintenant vous pouvez recevoir les assets et commencer à travailler. Et il y a peut-être un point qu'on a oublié de préciser quand même qui est important à comprendre pour les auditeurs je pense, c'est que du coup Valerio était notre consultant là-dessus. Et pour que ce soit clair également pour les auditeurs, en fait là vous n'êtes pas dans un parcours TPN qui est ce référentiel, vous étiez dans un parcours spécifique à un client qui a fait intervenir lui-même les auditeurs qui souhaitaient, mais aujourd'hui vous n'avez pas de labellisation comme on disait tout à l'heure, mais que vous pourriez avoir au regard de tout ce que vous avez probablement fait. Je pense qu'il y a encore quelques marches à monter pour être vraiment labellisé TPN. Là, effectivement, on s'est contenté de répondre à la demande de ce client spécifique, mais effectivement, on n'avait pas la vocation à être labellisé TPN. Peut-être que ça viendra un jour, mais là, notre but, c'était vraiment d'être suffisamment conforme aux attentes de ce client en particulier. Question stupide, mais dans ces cas-là, qui paye l'audit ? Est-ce que le client vous envoie ses auditeurs qui vous inspectent ? Est-ce que vous êtes obligé de leur donner du temps ? Ou est-ce que vous devez passer par un cabinet externe ? Comment ça marche ? Nous, en l'occurrence, c'est le client qui a pris ça en charge. Mais de manière générale, moi, en travaillant chez d'autres clients et sur d'autres dossiers, c'est vraiment tout dépend de l'intérêt du client par rapport à votre savoir-faire ou par rapport au fait qu'il veut travailler ou pas avec vous. Et moi, je connais un cas où le client final, donc le major, lui, il a payé la mise en place d'un protocole de sécurité pour la réception des scripts pour que le client puisse valider ou pas pour travailler avec ou non. Donc, ça a coûté entre 20 et 30 000 euros juste pour que le client regarde les scripts et se dise je vais travailler ou je vais pas travailler. Chez d'autres clients, c'est le client qui paye. Les majors, ils arrivent et ils disent OK, on aimerait bien travailler avec vous, alignez-vous ou mettez-vous au niveau et nous allons pouvoir travailler avec vous. Et chez d'autres clients, il y a une négociation. Ils disent OK, nous pouvons prendre cette partie en charge, ça nous intéresse. Vous devez faire aussi un effort. Et puis c'est vraiment du cas, ça dépend vraiment de cas par cas. Oui, ça dépend vraiment de. Ce qui est intéressant dans ces métiers de l'audiovisuel, c'est que on a des freelances, par exemple les scénaristes, les traducteurs, qui peuvent avoir une partie des informations de la propriété intellectuelle. On a les studios, alors on peut avoir des petits studios de 3 personnes, on peut avoir des studios de 40, 50, voire plus. Et par contre, les exigences de sécurité, comme pour l'ISO dans le métier qu'on connaît un peu plus, les exigences de sécurité sont souvent les mêmes. Et donc, quand on vous dit il faut avoir un accueil avec vérification des sacs, que vous n'ayez pas de clé USB quand vous sortez, etc.,
et que le studio, ça se passe dans le salon du propriétaire de l'entreprise qui est avec son Mac et son NAS sur lequel il a mis un VPN. Voilà, c'est aussi la réalité sur laquelle on se confronte pour assister les studios et les amener vers un peu plus de maturité en termes de cybersécurité. Donc, je pense que Valeriu, tu as différents exemples là-dessus. Tu dois avoir des petits, des grands clients. C'est quoi les choses les plus cocasses que tu as pu voir justement là-dessus? Étrangement, moins c'est petit, plus c'est facile de la mise en place. Plus les gens sont souples et plus c'est facile à modéliser la mise en place et l'implémentation. Et il y a moins de choses à mettre en place parce qu'il y a beaucoup de points qui sont non applicables pour tout un tas de raisons. Il n'y a pas de femme de ménage, il n'y a pas de freelancers, il n'y a pas des gens qui viennent pour faire la maintenance de la clim, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sautent. Et pour moi, c'est plus facile à mon avis, c'est plus facile quand on est à une taille humaine de mettre en place et commencer à mettre en place les bonnes procédures, les normes de sécurité, que d'attendre à être 300 personnes où ça va durer 3 ans et personne ne comprendra jamais pourquoi il y a besoin de changer le mot de passe, si on prend cet exemple-là, tous les 90 jours, parce que de toute façon, ils vont ajouter un point à la fin, ils vont faire un nouveau mot de passe. Donc, voilà un peu l'expérience. Je peux en parler sur cette partie-là. Oui, quand on est petit, c'est peut-être aberrant parce que on comprend pas pourquoi appliquer les mêmes normes, mais en même temps, on y arrive plus facilement. Et j'ai déjà accompagné des clients où ils étaient 5. Ils ont eu en 6 mois le TPN Gold. Bon, à l'époque, il n'y avait pas le Blue et Gold, mais ils ont eu le TPN en 6 mois. Que chez d'autres clients où il y a une équipe en interne, 7 IT niveau 1, 4 IT niveau 2, ça peut mettre 2 ans. Parce que tu peux pas couper la prod, parce que tu peux pas faire ceci, parce que le tel département, faut pas toucher. Mais concrètement, ce qu'attendent donc soit le TPN, soit les clients, c'est quel niveau de sécurité pour quelqu'un qui est pas du milieu? On peut imaginer, je sais pas, le plus haut pour moi c'est du classifié et où on exige que ce soit hors ligne et puis on peut descendre. Là, ils exigent que les gens aient pas d'accès Internet et que des postes contrôlés. Qu'est-ce qui est attendu grossièrement, évidemment, sans rentrer dans les détails, hein. Si on devait schématiser ça, en fait, ils veulent mettre ta prod dans une bulle de laquelle rien ne peut sortir et rien ne peut rentrer. Voilà, en résumé. Donc ça passe effectivement par les accès Internet, la ségrégation du serveur, être sûr que la salle elle est fermée avec des badges et des caméras et des machins. Enfin voilà, d'être sûr que tout ce qui rentre, tout ce qui sort, c'est contrôlé et voire bloqué, quoi. Mais dans le métier au quotidien, on peut travailler sans connexion Internet, sans accès à des ressources externes, quelques IA pour avoir des nouvelles idées ou je ne sais, que sais-je. Nous, en l'occurrence, je sais pas s'il y a des studios qui y arrivent, mais ça me semble utopie. Il y a tellement de choses. Un truc tout bête, les licences de nos logiciels, bah elles sont gérées en ligne en fait. Donc on peut pas on peut pas faire activer nos licences de logiciels sans ça. Les mises à jour de nos antivirus, de tout ce que tu veux, bah en fait ça passe par internet. Et même si tu fais en sorte de ne greenlighter que ces choses-là, bah en fait tu te rends vite compte que t'as le brief du client qui est sur leur drive partagé, que t'as une référence d'animation sur YouTube, que t'as, enfin en fait dans le quotidien effectivement ils ont besoin d'internet. Après bah du coup c'est tout un travail d'arriver à le contenir pour qu'il reste sécurisé, quoi. Et Hervé a mis le doigt sur un truc qui me pose question, mais je t'en prie, vas-y. Pardon, je voulais juste ajouter ce qu'a dit Céline, c'est que aujourd'hui ils ne sont pas alignés les normes et les standards qu'ils imposent, ils ne sont pas alignés avec les développeurs des différentes solutions cloud. Donc ils ont fait le choix de bouger tout dans le cloud pour éviter tout le piratage, pour éviter l'utilisation en local sans licence, pour éviter de pirater les logiciels pour les utiliser sans licence. Donc, ils ont tout mis dans le cloud. Ils ont passé la majorité des logiciels. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de logiciels avec une licence flottante locale. Tout est passé en format MSP, donc où tu payes un abonnement par mois, où tu es traqué à quelques secondes près, on vérifie une licence. En revanche, pour mettre en place un proxy pour protéger des licences de type Autodesk, par exemple, il y a 13 000 adresses IP
qui changent, qui les communiquent pas, qui les débloquent à la volée avec des noms de domaine où tu peux jamais le retrouver. Donc, pour mettre en place des solutions de whitelisting comme ça, c'est extrêmement compliqué entre le ShotGrid et tous les outils. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Et pour bypasser la partie Internet, il y a des solutions qui existent en place, des solutions qui permettent justement d'avoir la possibilité de chercher un référentiel que tu donnes aux artistes, parce que bien évidemment, personne ne peut couper aujourd'hui un artiste de s'inspirer de quelque chose ou de chercher un référentiel, parce que c'est demandé par le client. Il faut que tu t'inspires de ces éléments-là. Et Hervé a posé la question sur l'IA. L'IA aujourd'hui, il y a des clients, c'est tabou dans l'industrie. Je veux pas m'attirer des foudres, mais il y a des clients qui les implémentent en interne. C'est pas dans l'animation, c'est plus dans les effets spéciaux, c'est plus dans d'autres industries un peu plus touchy, un peu plus compliquées, qu'ils implémentent en interne des moteurs de IA qui leur permettent justement de travailler actuellement sur la partie de développement et prototypage, mais je pense que bientôt ça arrivera. Oui, je pense que c'est là-dessus que je voulais rebondir. C'est de ce que je comprends, et je suis pas du tout du métier, mais aujourd'hui, en particulier dans l'animation, l'IA permet de gagner énormément de temps sur, je sais pas, des trames intermédiaires ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, sauf à déployer une infrastructure très très lourde et très coûteuse que ne peuvent sans doute que des plus gros, c'est difficile d'avoir des performances acceptables en déployant chez soi. Qui plus est, la plupart des outils, comme tu l'as dit, qui sont dans le cloud, qui ont des backends d'IA, vont consommer des données de leurs clients et produire des services. Et j'ai l'impression que vous vous retrouvez dans le même problème qu'ont les gens avec la bureautique ou ont les gens avec des données sensibles, en fait, qui est qu'on va vouloir limiter la circulation de données et en même temps, on a des services qui les consomment. Oui, alors après tu peux remettre en place tes différents SaaS, avoir tes départements artistiques qui n'ont pas forcément directement accès au studio de prod. Tu watermark de toute façon toute information, et ça les gens se rendent pas compte, hein, mais normalement t'as plus aucun visuel qui sort non watermarké, et ça c'est des process assez lourds, et c'est pas encore tous les studios qui les ont, mais il faut que tu aies ta traçabilité, parce que quand on travaille avec des majors, on a les contrats où il y a les débarquements d'aliens qui sont dedans, quoi. Et c'est toi qui vas payer des millions de dollars si ça arrive. Et face à des studios comme peut-être celui de Céline, tu veux pas payer 3 millions de dollars parce que t'as 20 minutes de truc qui est sorti et qui avait ton nom sur le watermark. Enfin, je sais pas, Céline, si ça tu as au quotidien, et si c'est une crainte que vous avez. Alors, c'est pas une crainte concrète. Je pense que ça semble tellement irréel, mais en même temps, ça a été un argument que j'ai avancé plus d'une fois pendant toute la mise en place de ce TPN. Aussi pour sensibiliser les équipes, en fait, au moment des recrutements, etc., pour qu'ils comprennent dans quoi ils mettaient les pieds, parce que pour la plupart, c'était la première fois qu'ils arrivaient sur un projet aussi sécurisé et sensible. Et donc je l'ai souvent dit dans le recrutement, de dire je pense que ni vous ni moi n'avons envie que vous vous retrouviez avec un procès de ce client-là. Donc d'où l'aspect confidentialité et de faire attention à ce que vous dites. Mais du coup, alors comment est-ce que vous adressez cette problématique où vous devez travailler sans Internet, mais avec Internet ? Il y a différentes solutions techniques. En fait, pour les artistes, c'est transparent. Et eux, c'est comme s'ils utilisaient Internet dans leur quotidien, à part qu'il y a un certain nombre de sites qui sont de fait inaccessibles. Mais il y a plein de systèmes d'encapsulage ou qui permettent en fait de simuler un accès à Internet sans que ça mette en risque la production si jamais il y avait quoi que ce soit qui passait par là. Je voulais juste ajouter à la question de Céline, et aller un peu plus loin pour d'autres cas et d'autres studios. Aujourd'hui, donc, le problème d'Internet, c'est pas regarder ce qui se passe sur Internet, c'est pouvoir downloader un virus ou uploader des éléments qu'on a produits ou que ses collègues ont. Et donc aujourd'hui, il suffit de mettre en place un secure browsing, une solution qui permet justement de ne pas faire de copy-paste, de copier dans un sens ou dans un autre, mais tu peux avoir un navigateur dans lequel tu as un autre navigateur dans lequel tu peux aller chercher tout ce que tu veux. Tu as même le son aujourd'hui, et ça te permet, par exemple, si tu veux télécharger une référence, la référence est téléchargée, tu penses elle arrive dans ton dossier de téléchargement, mais en réalité, elle est téléchargée dans un endroit, scannée, voir si ce type d'élément il est whitelisté, il est sur la catégorie de fichiers, il fait partie de la liste blanche qui est autorisée à
injecté dans ton réseau protégé. Et donc, l'élément est copié dans ton dossier download, par exemple, dans ton dossier téléchargement, par exemple. C'est des solutions qui sont mises en place et à quelque chose près, avec un peu de jonglage et un peu de formation, les artistes s'en sortent très bien et ils sont plutôt contents. Et puis, il y a aussi le confort personnel, comme le Spotify, comme regarder un YouTube, comme faire une réunion, par exemple. Aujourd'hui, nous, on a des clients qui utilisent une approche plutôt de studio hybride où ils n'ont pas de machine physique, ils ont juste un client léger qui, lui, il va streamer la vraie machine, la workstation, qui elle se trouve dans le cloud, dans un data center avec un lien de fibre noire. Et donc, du coup, s'ils veulent regarder vérifier leur mail, faire une réunion ou faire d'autres choses, ils passent par la machine locale, que elle n'a aucun lien avec la machine distante. Donc, la prod, elle est protégée, en sachant que sur la machine locale, elle est protégée aussi avec des antivirus, etc. Est-ce que ça veut dire, quand on n'est pas dans le cas d'un poste virtualisé, enfin dématérialisé comme ce que tu viens de décrire, mais quand les gens sont restés sur la solution plus traditionnelle, est-ce que ça veut dire qu'on leur fait passer aussi un poste qui fait la bureautique et les trucs classiques et le poste artistique sur lequel ils font leur travail spécifique, ou c'est vraiment un seul poste qui est sécurisé? En fait, pardon. Donc, ils ont le même poste pour lequel ils travaillent. Donc, ils font leur logiciel 3D, leur logiciel métier. En revanche, pour aller sur Internet, donc c'est pas le cas de Frost, le studio de Céline, mais ils ont un navigateur classique, Firefox, Chrome, etc. Et dedans, ils vont taper une adresse locale qui s'appelle navigation.studio.com. Ils arrivent dans un autre navigateur qui peuvent aller sur Internet, mais ils peuvent pas copier directement sur leur machine. Donc, en fait, c'est pas deux postes différents, c'est pas une machine virtuelle que je ouvre, c'est pas une infrastructure que je crée en parallèle. C'est un microservice qui, lui, génère un navigateur que, lui, est containerisé, qui permet juste de télécharger dans un seul sens des éléments qui sont validés en amont, les images, les vidéos, etc. Merci. Qu'est-ce qui a été le plus dur, Céline, de faire accepter aux artistes, aux collaborateurs, dans l'implémentation de cette sécurité? Curieusement, l'adhésion a été plutôt simple de la part de nos artistes. Ils ont vite compris, en fait, quand ils ont, pour ceux qui sont sur le projet, parce que les autres, le principe c'est qu'ils savent pas sur quoi on travaille. Mais pour ceux qui sont sur le projet, ils ont vite compris, vu le client, vu le projet, le pourquoi de tout ça. Donc, des fois, il y a des petites blagues sur le sens de tout ça, parfois. Mais non, globalement, avec les équipes artistiques, ça s'est plutôt bien passé. Curieusement, c'est plus dans les équipes permanentes que ça a été plus compliqué. Toutes les équipes support, etc. Qui comprenaient totalement le pourquoi du comment, mais ça venait... Quand on parle de la direction, du juridique, du financier, en fait, ça touche tellement des sujets sensibles, et donc du coup, ils sont directement vraiment impactés par tout ça, eux. Ça a modifié beaucoup de leurs habitudes dans leur quotidien, et ouais, pour eux, ça a été plus difficile d'accepter ces changements d'habitude. Donc j'ai plus eu de mal avec l'équipe de direction presque qu'avec mes artistes. Et maintenant, est-ce que la vie est plus facile? Elle est différente. Je vais pas dire qu'elle est plus facile. Il y a une partie de moi qui est plus sereine parce que ça fait un peu moins d'un an qu'on avance sur ces questions de TPN, mais moi ça fait 3 ans et demi que je bataille à ce qu'on se sécurise plus, notamment sur l'aspect cyber, parce que moi je viens de l'industrie 3D à la base et je gravite avec beaucoup de gens qui sont dans le VFX, et c'est des industries où justement le TPN est admis depuis déjà très longtemps. Et je trouvais qu'on revenait de très très loin, nous, dans la 2D, et je voyais commencer à rentrer des projets chez nous qui étaient quand même sensibles, qui nous demandaient de nous sécuriser, mais pas au point du TPN, mais je me disais, quand même, là, on peut plus, en fait, agir comme on faisait quand on était encore que 30, alors que là, on est maintenant 230 sur 3 studios. Donc, il y avait des choses qui étaient à bouger et à mettre en place, et moi, j'étais pas sereine, en fait, sur le fait que, à mon sens, on était trop loin sur pas mal de choses. Donc, je suis contente que ce projet soit arrivé et nous ait forcé justement à mûrir sur ces aspects-là. Après, de l'autre côté, par contre, faut le maintenir, tout ça, parce qu'on n'a pas fait tout ça pour faire joli. Et encore une fois, c'était beaucoup d'argent. C'était certes pour ce projet-là, mais encore une fois, on a l'ambition d'avoir d'autres beaux et gros projets pour ce genre de clients-là.
Et il y a beaucoup d'auto-formation en fait là-dedans. C'est pas comme si on avait un vrai training pour gérer ce genre de choses-là. Nous, ça nous a énormément aidé évidemment de s'entourer de Valériou et toute son équipe parce qu'ils ont l'expertise que nous on n'avait pas, notamment sur l'aspect purement technique informatique. Mais derrière, voilà, l'aspect locaux et RH, toutes les procédures à maintenir, à mettre en place, enfin, ça c'est du coup ça relève de mon poste maintenant. Et ben j'apprends, j'apprends en faisant avec beaucoup de curiosité, en parlant avec beaucoup de gens dont c'est le métier et voilà. Mais donc sur cet aspect-là, c'est compliqué aussi. C'est beaucoup de pression en fait sur mes deux petites épaules. Et petite question justement par rapport à ça, parce que ce que tu décris en fait c'est un peu le rôle d'un RSSI, responsable de sécurité du système d'information. Est-ce que vous avez pensé à recruter un profil de ce type, ou est-ce que c'est pas du tout dans l'air du temps Alors pas un profil de ce type-là, mais par contre oui, on a pensé à différentes structuration ou restructuration de l'équipe encadrante permanente de direction. Il est vrai que pour le moment, on est encore tout petit en termes de permanents, on est moins d'une dizaine. Et puis encore une fois, on apprend pour beaucoup sur le tas. Donc on sait qu'à terme, si on continue à maintenir ce TPN, si on continue de maintenir cette activité-là aussi du studio, parce que là, ok, c'est super, on a eu pas mal de projets, on a été très rempli cette année. Donc on aurait pu se dire c'est l'occasion d'eux, mais comme on sait qu'on va décroître l'année prochaine, pour l'instant nous on aime la jouer safe, pas trop justement charger nos frais généraux et si on a d'autres gros projets qui rentrent, bon bah là oui, à un moment il faudra qu'on réfléchisse à se structurer un petit peu différemment sur l'aspect IT, sécurité. Et pour les auditeurs, pour expliquer le 10 versus 230 que tu as cité juste avant, c'est 10 permanents et puis vous avez des tas d'artistes qui viennent bosser avec vous par contrat, etc. Effectivement, dans l'industrie audiovisuelle, en fait, c'est des tailles d'entreprise. Enfin, en termes de nombre de salariés, c'est très 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 fluctuant. On a généralement très peu de CDI et beaucoup de CDDU qui donc sont une forme de contrat CDD dédié aux intermittents. Et donc du coup en fait on recrute les équipes au projet. Si on a des projets, on peut être une centaine. Si on n'a pas de projet, il y a plus que les équipes permanentes quoi. Donc on essaye tous globalement de maintenir une activité moyenne qui nous permet de payer justement tous ces frais généraux. Mais l'industrie audiovisuelle mondiale se porte pas très bien depuis 2-3 ans là. Et donc nous en tout cas on a choisi la stratégie de la jouer safe. Voilà, de pas faire trop d'investissements pour le moment quoi. Et est-ce que ça augmente de façon importante le champ des possibles en matière de nouveaux marchés ? D'avoir le TPN ? Oui. Oui, complètement. Rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, déjà, en fait, il y a la plupart des majors américaines en fait demandent ce TPN-là, donc pour avoir ce genre de projet-là, c'est un basique. Et puis comme on le disait, en fait, même en France, ça commence à se déployer, donc c'est clairement une stratégie business à long terme que de faire ces investissements-là et de les maintenir dans le temps. Pour justement continuer à bosser sur des beaux projets quoi. Je voulais juste ajouter sur ce que Céline explique, c'est que le TPN, c'est aussi un signe de maturité. On a parlé au début de cette partie de maturité. Donc, le fait d'avoir un TPN, d'avoir en place des procédures, d'avoir tout un niveau de sécurité, ça montre pas que on est bon au niveau informatique, au niveau procédure, etc. Mais ça montre aussi que le studio a les reins solides et que s'ils sont capables de mettre en place et de contenir, ça veut dire que côté business aussi, on peut leur faire confiance. Donc, c'est aussi un signe de maturité auquel les clients font confiance dès que vous arrivez à un entretien ou dès que vous commencez à parler à un projet. La première chose, vous mettez en avant que vous êtes déjà TPN Gold de la 3e année ou 4e année, etc. Et ils vont vous parler d'une autre manière. Et puis ça suppose, la mise en place du TPN, ça suppose une rigueur et une organisation interne quasi exemplaire pour pouvoir justement être certifié. Et donc forcément, ça suppose quelque part une rigueur et une organisation aussi dans la façon dont on va avoir à gérer le projet et nos équipes. Et c'est effectivement, ça dit quelque chose de la gestion du studio. Céline, quel serait le mot de la fin ? Que
l'aventure du TPN, ça a été une aventure en cours encore, hein, puisque comme on disait, il faut le maintenir dans le temps, que je trouve très instructive, bien que très effrayante, parce que encore une fois, on est tellement loin de tout ça en fait dans le monde de l'animation en France. Je trouve qu'on a vraiment un train de retard sur ces questions-là, qu'il est temps qu'on s'y mette, mais à la fois, je pense que c'est vraiment ça aussi qui nous permettra de perdurer dans le temps. Pour ponctuer ce que je raconte, nous aussi, une des difficultés, c'est vrai que j'ai pas trop évoqué, c'est qu'il y a d'un côté cette mise en place TPN pour ses gros clients, mais nous, on reste aussi un studio qui bosse, on bosse avec beaucoup de producteurs indépendants français qui, eux, n'ont rien à voir avec le TPN. Et ça aussi, ça a été une difficulté de comment, d'un côté, on sursécurise le studio, versus de l'autre, on laisse des zones d'ultra-liberté pour ces projets qui nécessitent une création très libre. Et voilà, d'avoir ce côté un peu hybride dans le studio, ça a été un gros challenge qui est encore en cours aussi. Ouais. Félicitations pour ce témoignage. J'espère qu'il sera entendu par l'ensemble de la profession et que grâce à toi, la profession va être motivée par la cybersécurité. Bravo, félicitations et merci. Moi, c'est un sujet qui, à titre personnel, m'intéresse énormément. C'est vrai que j'ai une appétence non feinte pour la geekerie, de manière générale. Donc, je peux confirmer. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.